Je suis une amie idolâtre, je suis artiste. Et je suis artiste, je pense, depuis toujours. Enfin, d'abord, je pense que depuis toujours, puisque c'est sans doute quelque chose qui... Voilà. Et pour le coup, j'ai voulu faire ce métier. Enfin, j'ai voulu être... Au départ, je voulais être actrice. Je pense que je l'ai exprimé pour la première fois autour de 3-4 ans, quoi. Donc c'est vraiment... on peut dire toujours. Quand on se sent une âme d'artiste très tôt, il faut après convaincre la famille. Est-ce que tu faisais des petits spectacles, etc., pendant l'enfance, pendant les vacances, comme on a tous vu dans les films et dans les familles parfois, qui fait que à un moment, quand tu as exprimé ce désir vraiment de te professionnaliser, d'en faire ta vie, ça s'est passé comment en fait ce moment-là, de dire bah voilà, j'ai envie, mais c'est pas toujours simple. Bah déjà, en fait, je pense au mot artiste. En fait, aujourd'hui, je dis que je suis artiste et que je l'ai toujours été, mais en réalité, quand j'étais petite, je voulais être actrice. Il y avait que ça j'avais ça en tête. Je pense que j'étais déjà artiste puisque j'étais déjà très créative, etc. Mais en vrai, le mot que j'avais, enfin, c'était comédienne d'ailleurs. Je voulais être comédienne, je voulais faire du théâtre, voilà. Et aussi, sans doute parce que j'étais une fille et que le sexisme est tellement bien intégré en nous qu'on s'en rend pas compte, il a traversé l'esprit de personne que je pouvais être artiste. J'étais forcément interprète, j'étais forcément actrice, quoi. Et donc l'idée ensuite de créer, c'est venu bien plus tard. Et en tout cas, par rapport à ma famille, oui, j'ai toujours fait des petits spectacles de fin d'année, des machins, des trucs, des bidules. Enfin, pas de fin d'année d'ailleurs, de fin de semaine. Je crois que j'en faisais tout le temps des spectacles, j'en pouvais plus. Et ben vraiment, ma mère m'avait dit si à 7 ans, qui est l'âge de raison, tu confirmes, alors je te prendrai au sérieux. Donc à 7 ans, j'avais dit non, je veux toujours être actrice. Bon, très bien. Si à 11 ans, qui est l'entrée au collège, tu veux toujours être actrice, je t'inscris dans un cours de théâtre. À 11 ans, je veux être actrice, donc elle m'a inscrit dans un cours de théâtre. Et puis ensuite, elle m'a dit en gros, passe ton bac, et puis après, voilà. Mais donc ça a été vraiment, il y a eu des étapes sans cesse. Et, et faire ce métier, c'était encore loin d'avoir la légitimité, la validation. Mais ça veut dire que la famille a accompagné quand même, il n'y a pas eu de résistance, t'as pas dû... Non, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu d'accompagnement, on ne peut pas dire ça, non, mais parce que c'était pas, ils n'étaient pas contre, c'est juste que personne dans ma famille n'était artiste, ne faisait ce métier, enfin, personne du tout. Donc voilà, mais non, il y a eu, je pense, de la peur, mais beaucoup de familles ont ça, j'imagine, surtout quand on ne connaît pas ce métier, de se dire que son enfant va être artiste, c'est toujours très angoissant. Et notamment, ma mère faisait un truc assez fort. À chaque fois qu'on regardait un film ensemble qui m'avait plu, elle me disait ça t'a plu le film? J'ai dit oui, oui, oui. Est-ce que tu as trouvé que les acteurs et les actrices étaient bien? Ah ouais, super, tout le monde. Ah ouais, tout le monde, vraiment, tu l'as trouvé extraordinaire. Regarde le générique. Combien de noms tu connais? Et effectivement, il y avait un générique qui déroulait avec 50 noms d'acteurs et d'actrices. Et en fait, évidemment, j'en connaissais un ou deux, c'est tout. Et elle me disait, c'est ça ce métier. Ce métier, c'est ça, c'est être un nom sur un générique que personne ne connaît. T'as bien fait ton métier, t'as bien fait ton travail, de manière excellente, mais personne ne sait qui t'es. C'est ça ce métier. Si c'est ça que tu veux faire, ok. Les étapes après, donc comment ça se passe? Eh ben, je suis rentrée dans un petit cours de quartier qui s'appelait l'atelier Irène de Crossefond, qui était dans une loge de concierge, c'était vraiment minuscule. Et donc Irène de Crossefond était notre prof, était vraiment formidable. Et donc c'était un cours de quartier, mais en fait très vite, d'abord j'étais la plus jeune, de très loin. Et puis je faisais de la comédie, j'avais cette personnalité, donc je suis devenue la petite, comment ça s'appelle, Footix, c'est une mascotte, voilà. Donc je suis devenue très vite la petite mascotte du cours, etc. Et puis ensuite, on a déménagé et je suis entrée au cours du soir de l'école du Théâtre national de Chaillot. Ça restait un cours du soir, mais déjà, j'ai senti un vrai décalage. Et là, le directeur de l'école, qui s'appelait Philippe Duvignal à l'époque, pour rentrer dans l'école, il y avait les ateliers du soir et l'école, qui était une école nationale, et qui était sur audition. C'était vraiment on prenait 20 élèves tous les 2 ans sur à peu près 600 candidatures, donc c'était vraiment un gros truc. Et pour rentrer dans cette école, il fallait avoir 18 ans et bac plus 2. Et moi, à l'époque, j'avais 17 ans. Et en fait, ce directeur m'a offert de m'offrir une dérogation pour que je puisse passer l'audition. En fait, il a senti qu'il
il y avait quelque chose, etc. Il m'a dit, je te permets de passer l'audition. Donc j'ai passé l'audition à 17 ans, et sans mon bac encore. Et j'ai été reçue. Et en fait, j'habitais quasiment en face. J'avais déménagé dans le 16e avec ma mère. Et quand je suis arrivée là, ça a été un vrai choc. De me dire que moi, j'avais 17 ans, j'avais une dérogation, c'était la première fois que je passais l'audition, j'habitais en face, j'avais traversé la rue, j'avais pas de loyer à payer, et qu'en fait, les gens avec qui j'étais avaient, pour le plus âgé, 27 ans, enfin ce qui était 10 ans de plus que moi, venaient de partout en France, avaient quitté leur famille, leurs amis, habitaient en cité universitaire, dans des chambres de bonne, bossaient l'après-midi ou le soir dans des bars pour payer leurs trucs. Et d'un coup, je me suis dit, mais quelle honte, je suis beaucoup trop privilégiée, comment je peux être là? Et certains ou certaines passaient l'audition pour la 3e fois. Et puis c'était que des gens qui étaient vraiment ultra passionnés, et qui avaient sacrifié beaucoup pour être là. Et moi, j'avais vraiment le sentiment que j'avais rien sacrifié. Enfin, c'était pas un sentiment, d'ailleurs, c'était vrai. Tout s'était passé comme ça. Et là, en fait, l'espèce de culpabilité que j'ai ressentie, en fait, je crois que c'est là que j'ai acquis un sens du travail, de l'effort, de l'opiniâtreté. Là, je me suis dit, ah non, j'ai pas le droit j'ai pas le droit de pas embrasser cette chance. J'ai pas le droit de ne pas profiter de chaque seconde de ce qui m'est offert là. Et je me suis mise à travailler comme une folle, quoi. Est-ce qu'il y a des moments de galère après qui sont arrivés? Alors, je dirais pas des moments de galère, je dirais une vie entière de galère avec des moments de joie. Non, c'est l'inverse. Non, mais c'est évidemment un métier très très dur. Enfin, j'aime pas dire dur parce que non, dur c'est travailler à l'usine, dur c'est être femme de ménage, dur c'est être infirmière. Ça c'est dur. Évidemment que c'est pas dur d'être actrice. En revanche, c'est un métier compliqué à exercer, tout simplement. Parce qu'une actrice qui joue pas, c'est pas une actrice. C'est ça aussi qui est compliqué. Enfin, moi, je sais que j'avais du mal à dire, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, j'avais du mal à dire que j'étais comédienne quand je jouais pas, quand j'étais pas quelque part. Dire je suis comédienne dans ma chambre ou je suis comédienne au bar du coin, ça me semblait difficile. Mais en fait, très vite, avant même d'arriver à Chaillot, avec une amie qui s'appelle Delphine Lacouque, en fait, on s'est dit qu'il n'était pas question d'attendre. Enfin, que l'idée d'être juste actrice et d'attendre devant son téléphone que quelqu'un nous appelle, ça nous semblait vraiment impossible. Et donc, on a commencé à écrire en fait nos propres sketchs. Moi, j'avais 14 ans et elle 15. Quand on a commencé à écrire nos propres sketchs, qu'on allait jouer dans les cafés-théâtres, etc. Enfin voilà, le premier sketch professionnel qu'on a joué, il s'appelait le Magnétoscope, ce qui donne une idée de l'époque. Et on le jouait dans des théâtres qui n'existent même plus. On jouait à la Balle au Bon, au Bec-Fin, au Tour-Tour, qui sont des petits lieux qui n'existent même plus. Et voilà, et donc j'ai commencé comme ça, vraiment très très vite, très très tôt, à vouloir agir, à vouloir créer. Et au début, j'écrivais sans aucun plaisir, j'écrivais juste pour jouer. Le plaisir de l'écriture et avoir des choses à dire, c'est venu bien plus tard. C'est ta vie est le sujet de tout ce que tu fais, au fond. C'est-à-dire que tu acceptes aussi de parler de toi, de l'ensemble des sujets. Par rapport à ça, parfois c'est un poids, la famille, pour oser dire publiquement des choses qui, en général, ou en tout cas de manière très répandue, restent à l'intérieur du cercle familial. Comment t'as fait exploser ce tabou-là? C'est quoi là, tu vois, le cheminement intellectuel pour se dire mais je peux m'affranchir? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, effectivement, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, ma vie et ma psychologie sont mon matériau de base. C'est-à-dire que je pars de la psychologie pour aller à la philosophie, je pars de l'intime pour aller au politique, je parle du personnel pour aller à l'universel, du féminisme pour aller à l'humanisme. Enfin, c'est vraiment comme ça que je travaille là depuis quelques années et c'est ce qui fait, je crois, ma particularité. Mais en fait, c'est assez récent. D'abord, c'est très récent que je le formule, que je me rends compte que c'est ça que je fais. Et puis c'est un peu moins récent que je travaille comme ça, mais c'est tout de même, au départ j'étais juste une interprète et je m'intéressais à des sujets divers quand c'était moi qui créais, mais voilà.
Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « j'ai des choses à dire, je dois m'affranchir de ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. » J'ai vraiment l'impression que ça s'est fait petit à petit avec des urgences. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un truc que tu as besoin de dire, que tu as besoin de partager parce que tu sens quelque part en toi que le fait de transmettre ça, ça va faire du bien. Tu sens que... Enfin, ou c'est peut-être ce moment où moi j'ai été guidée par un témoignage de quelqu'un ou de quelqu'une et que je me rends compte que ça m'a fait tellement de bien que je veux à mon tour partager ça. Ou aussi quand je me rends compte d'erreurs colossales que j'ai faites plus jeune, de choses que je n'avais pas comprises, de comment je me voyais ou comment je voyais la vie et comment je découvre qu'elle est en réalité. Et je me dis, mais je veux partager ça. Si je peux faire gagner du temps, si je peux faire économiser de la souffrance à d'autres femmes, puisque c'est surtout mon expérience de femme que je partage. Donc d'un coup, je me suis dit, voilà, ça je le dis, puis ça. Et puis petit à petit, ça finit par prendre de l'ampleur. Mais il y a un terme, en fait, le mot d'égérie. Donc égérie, aujourd'hui, c'est très galvaudé. Égérie, on imagine égérie L'Oréal, etc. Mais en fait, une vraie égérie, comme il y en avait en fait dans les années 40-50, c'est-à-dire ces femmes, c'était souvent des femmes, dont la vie est une œuvre d'art en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement les films qu'elles vont faire qui vont marquer, c'est comment elles vont s'habiller. Alors c'était souvent sur la mode et sur l'apparence, comment elles vont s'habiller, dans quel restaurant elles vont aller, enfin leur mode de vie qui va se transmettre. Et en fait, d'une manière beaucoup moins superficielle, beaucoup plus profonde et beaucoup plus politique, cette idée d'être une égérie, c'est-à-dire cette idée que ma vie, que mes choix de vie, mes souffrances, mes blessures, parce que j'en ai eu un paquet, et ça va être aussi un élément de réponse sur comment je me suis débarrassée de ma famille, je l'ai tuée, que ce que je vis et ce que je suis et ce que j'incarne puisse inspirer, aider, soulager des gens. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord, donc quand tu écris déjà les premiers spectacles vers 14-15 ans, comme tu dis, là on n'est pas autant dans l'intime, dans ta vie personnelle. Okay. On n'y est pas du tout, et même, c'est-à-dire que je me sens que mes premiers spectacles, en fait, donc avec Delphine, on a formé un duo, et à l'époque, il y avait très très peu de femmes humoristes, et en tout cas aucune jeune, et il n'y avait pas de duo de femmes. Enfin, ça commençait à être la mode des duos, mais pas de duo de femmes. Donc très vite, on a eu vraiment, je me souviens, Canal+, Énergie, Rire et Chanson, tout un tas de gens qui nous ont tombé dessus en disant « oui, on vous veut ». Sauf qu'en fait, ces gens voulaient nous faire écrire des trucs de filles, puisqu'on était des filles. Et nous, ça ne nous intéressait pas du tout. Nous, justement, on revendiquait un humour neutre, un humour drôle, point. Un humour sans genre, on n'avait pas du tout envie de parler de nos mecs, notre maquillage, nos vernis à ongles, et c'était absolument ça qu'on voulait nous faire dire. Donc il y avait quelque chose déjà, je ne m'en rendais pas compte, mais qui était politique dans cette idée de refuser d'être cantonné à ce que ces hommes imaginaient que des femmes devaient dire ou penser. Mais en tout cas, on était vraiment à l'opposé de nous-mêmes, de l'intime, c'était un humour absurde, complètement désexué, déshumanisé. Mais ça voulait dire que tu avais déjà assez confiance en toi pour y aller, pour déjà refuser d'être enfermé dans un Non, cadre. ça a été dur. Parce que vraiment, on nous proposait du jour au lendemain la célébrité, l'argent, enfin plein de choses. Ça a été très dur. Et on n'a pas refusé, genre, non, on veut pas. On a essayé, hein. Bien sûr qu'on a essayé. Quand Canal+, à l'époque, c'était Canal+ ID, ça s'appelait, qui était le laboratoire de Canal, qui était vraiment la chaîne, voilà. Et on a fait, je crois qu'on a tourné 3 pilotes pour eux. Donc non, on a vraiment essayé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas parce que c'était pas nous. Et donc c'était pas vraiment... on n'a pas refusé un pont d'or comme ça. C'était juste qu'on s'est rendu compte qu'on se perdrait tellement qu'en fait, on ne fera pas quelque chose de bien. Donc on a préféré refuser, mais ça a été très douloureux entre nous. Et puis oui, c'était très douloureux quand à 20 ans on te propose la célébrité et que tu passes. Oui, mais ça veut dire qu'il y avait une démarche de fond qui était plus importante, quoi, qui était moi, je me considère comme un individu, pas comme un produit, ou comme une personne, pas comme un produit. Il y avait ça en toi déjà. Ouais. Et ce qui était très contradictoire, c'est qu'à la fois je rêvais
D'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que j'ai rêvé toute ma vie d'être cette actrice, cette femme qui marche dans la rue, et d'un coup un producteur riche et célèbre dit « Toi, je te veux !» Et j'ai toujours rêvé d'être, enfin comme la plupart des gens qui font ce métier, d'être choisie, d'être désirée, d'être reconnue, d'être groomée, quoi. C'est-à-dire qu'on me prenne et qu'on me porte et que voilà, j'ai toujours rêvé de ça et même donc enfin jusqu'à mes 25-30 ans, c'était vraiment ça que je souhaitais. Non, jusqu'à 25 ans disons, c'était vraiment ça que je souhaitais. Mais après même jusqu'à mes 35 ans, quand on me disait ah tu fais plein de trucs, je disais oui mais j'en ai marre de faire. Tout ce que j'ai, je l'ai fabriqué, je l'ai arraché avec les dents. C'est-à-dire que ma vie est une lutte, j'aimerais me reposer, j'aimerais qu'on fasse les choses pour moi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à 40 ans de la chance que j'avais. Justement, de ne pas être un objet sur lequel on plaque un désir ou pas, et qui du coup est en proie à ce qu'on va penser de moi, etc. Mais d'être quelqu'un qui crée et qui est donc autonome, indépendante, qui peut faire ma propre vie, qui peut fédérer autour de moi, qui peut mener des projets, etc. Mais ce qui est fou, c'est que j'avais déjà cette chance, mais je pensais que c'était une malchance. Et c'est ça qui a changé à un moment dans ma vie, à 40 ans, c'est de me dire, mais en fait, j'ai beaucoup mieux que ce que je cherche. Dans ta manière ce qui est assez génial de raconter, c'est qu'on se dit, au fond, il n'y a aucun sujet tabou avec toi. Moi, ça me scotche. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu parles de Chaillot, tu habites à côté, etc. Donc je vois les références, tu as un nom, je vois la référence, etc. C'est pour ça que j'en reviens à la famille. Il y a un moment où, quand même, voilà, il n'y a pas de sujet interdit. Et même l'éducation n'est pas un frein, semble-t-il, chez toi. Donc je me dis, comment tu as fait sauter les verrous, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est intéressant, je trouve, de ne pas subir le carcan familial. On se pose tous la question. Bien sûr, ouais. Alors, moi, c'est un peu particulier et du coup, ça me fait rebondir sur un sujet un peu connexe. C'est que, alors effectivement, je m'appelle Noémie Delattre, j'ai 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, je suis plutôt jolie, j'étais première de ma classe, j'ai vécu dans le 16e, je suis même née dans le 16e, j'ai un papa et une maman en vie, en bonne santé, etc. Et donc, et pourtant, j'ai toujours été blessée. J'ai toujours été, je ne veux pas dire malheureuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'état quand on dit malheureuse, mais j'ai toujours souffert énormément. Et non seulement sans jamais comprendre pourquoi, et surtout sans jamais avoir le droit de souffrir. En fait, le monde entier m'a toujours renvoyé que j'avais de la chance et que j'étais une privilégiée et que je devais juste me réjouir et que j'avais le droit de rien d'autre. Et en fait, c'était tellement, cette image-là était tellement en décalage avec ma réalité que vers 13 ans, je me suis inventé un ami mort d'overdose dans mes bras. Pour avoir le droit de souffrir, pour avoir le droit de pleurer, pour avoir le droit d'être malheureuse. Et puis petit à petit, en fait, j'ai compris que, en fait, moi, j'étais foutue en pension. Enfin, j'ai été élevée par des voisins à partir de mes 5 ans. Ensuite, j'ai été mise chez ma grand-mère, une vieille dame neurasthénique qui ne pouvait pas s'occuper de moi, etc. Ensuite, j'ai été mise en pension à 7 ans. J'avais un papa qui était très gentil, mais qui me vouvoyait, qui habitait sur un autre continent. Donc j'ai pas eu de papa, j'avais une mère maniaco-dépressive, alcoolique, qui était restée à l'âge mental de 5 ans, enfin l'âge psychologique de 5 ans. Donc, en fait, j'ai pas eu de parents, j'ai pas été élevée, j'ai pas eu d'amour, j'ai pas été, j'ai eu une enfance que je souhaite à personne en fait. Et d'autant que cette enfance-là, j'ai jamais eu le droit de m'en plaindre parce que je m'appelle Delattre et j'habite le 16e. Et qu'on imagine toujours, mais même moi, enfin je veux dire, c'est pas, j'en veux à personne. C'est-à-dire qu'on valorise, on vit dans une société qui marche tellement sur la tête, qui a tellement intégré le capitalisme, qu'on ne valorise que la réussite sociale. Donc à partir du moment où j'avais de l'argent, j'étais forcément heureuse. Alors que si on vivait dans une société qui valorise ce qui est important, c'est-à-dire l'amour, le contact, la confiance, la sécurité, alors on aurait pu voir tout de suite que j'étais pas quelqu'un de chanceux et de privilégié. Et en plus de ça, j'ai découvert, il y a 1 an, donc c'est très récent, que j'avais subi un viol dans mon enfance. Entre 5 et 7 ans, je ne sais pas exactement quel âge.
et que je m'étais dissociée, donc je l'avais ignoré, quoi. Je ne l'avais pas vécu. Mais bien sûr que je l'avais vécu. Comment tu le découvres, Noémie? Pardon de te poser la question, mais c'est mystérieux. En fait, je fais un travail sur moi depuis très longtemps. Voilà, et ce travail sur moi m'avait permis de me connaître, de remarquer plein de choses sur moi. Et notamment, j'avais remarqué que je cochais toutes les cases des personnes qui avaient été... Toutes les cases, vraiment. Les addictions, la drogue, les conduites à risque, la sexualité débridée, la surefficience, les compulsions. Enfin, je peux pas te dire. Toutes les cases, il y en a 50, je les coche toutes. Il n'y a pas une où non, toutes. Et donc, ça faisait longtemps que je me disais, tiens, c'est bizarre. Enfin, pourquoi j'ai tout ça alors que j'ai pas été violée? Et il y a quelque temps, je me suis dit, sans doute que c'est ma mère qui a dû être violée et que je le vis en transgénérationnel. Mais ma mère étant morte, j'ai pas pu l'interroger, donc j'ai entrepris de chercher un ou une médium pour lui parler. Et en fait, cette quête d'une médium m'a amenée sur une psy transgénérationnelle qui m'a dit non, je ne veux pas parler à ta mère, c'est pas nécessaire, je vais parler à ton inconscient et tout va bien se passer. Et voilà, et on a fait un travail ensemble. Et effectivement, j'ai compris qu'il était arrivé des choses vraiment pas drôles à ma mère, qu'elle avait une vie vraiment pas marrante. Je me dis, d'accord, ok, ça doit être ça. Et puis, m'est revenu un souvenir pas cool, effectivement, d'un médecin quand j'avais. Voilà. Et en fait, j'ai appris après que c'est ce qu'on appelle des souvenirs écrans. C'est quand ce que tu as à découvrir est trop dur, ton psychisme te donne un souvenir qui est vrai, qui est pas cool, mais qui est très très loin de la vérité, et du coup tu fais ça va, c'est ça qui m'est arrivé, je peux passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, je me dis ok, c'est ça qui m'est arrivé, ok, ça explique pas mal de trucs, d'accord, mais la preuve, c'est que la thérapie a continué, j'ai continué à chercher en fait, j'étais pas tout à fait soulagée. Et en fait, un jour, j'ai fait une attaque de panique chez le dentiste. Et quand je suis allée voir ma psy, on me dit tiens, j'ai fait une attaque de panique. Elle m'a dit ok, on part tout de suite là-dessus en EMDR, qui est une technique d'hypnose, à peu de choses près. Et en fait, là, ça m'est revenu vraiment genre. Là, d'un coup, il n'y a pas de peut-être que. Non, d'un coup, c'est très dur. C'est très dur, c'est très cru, c'est très indiscutable. Voilà. Et donc tu dépasses, parce que je veux dire, tu le livres ça. Ouais. Donc c'est très puissant. Est-ce que c'est ça aussi qui va faire que tu t'engages dans cette forme de féminisme-là, c'est-à-dire tu dis les choses, quoi. Tu dis les choses sur la sexualité, tu dis les choses sur une vie de femme, au fond. Ouais. Mais justement, j'ai tellement souffert des non-dits, j'ai tellement souffert En fait, je me suis tellement trompée sur moi-même à plein de moments parce que les choses ne sont pas dites, parce que tout le monde ment aussi. Et puis, en fait, ce travail sur moi m'a fait voir le bien que m'ont fait certaines femmes, comme je pense à Corinne Maziero, Flavie Flamand, Andrea Bescon, Julia Foyce, toutes ces femmes célèbres qui ont eu le courage et la générosité de parler de ce qui leur était arrivé, et je vois le bien que ça m'a fait, comme ça m'a aidée, comme ça m'a guidée dans mon travail, dans mon exploration, comme ça m'a permis d'y aller, quoi, d'oser affronter, etc. Et je me dis, ce cadeau qu'on m'a fait, je veux le faire encore, je veux le transmettre. En fait, c'est marrant, je dis des trucs horribles, ça m'émeut pas. Ce qui m'émeut, c'est les choses belles. Là, ce qui m'émeut, c'est cette idée de sororité, de lien entre femmes qu'on a passé de femme en femme, de relais en relais, pour permettre aux autres de... Noémie, moi, ce que je trouve vraiment puissant, c'est... Tu veux un sopalin? Ce que je trouve vraiment puissant, c'est que tu dis à la fois il y a ça, et moi je pensais même pas le découvrir, tu vois, je l'ai découvert à travers Instagram. Au fond, par hasard. Oui, tu vois, tu vas pas chercher. En fait, je ne t'ai pas vu comme ça. Tu n'apparais pas comme quelqu'un qui a vécu quelque chose d'aussi difficile. C'est que justement, tu dis, on peut se marrer,
on peut être dans la vie, on peut se projeter, on peut déconner, tu vois, comme si c'était pas définitif dans une vie. C'est certain. C'est effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, Virginie Despentes notamment, qui se battent sur la terminologie pour qu'on ne dise pas je me suis fait violer. Parce que non, je ne me suis pas fait violer, je n'ai rien fait en fait, ça c'est vraiment important. Et ni, oui, mon viol, ou non, ce viol ne m'appartient pas. Pour remettre les choses à leur place en fait. Et c'est pareil, sur le handicap par exemple, avant on disait un ou une handicapée. Et en fait, beaucoup de voix se sont élevées pour dire non, en fait, je ne suis pas une handicapée. J'ai un handicap. C'est-à-dire que mon handicap ne me définit pas. Je ne suis pas un handicap. Et là, c'est pareil. Je ne suis pas une femme violée. Je ne suis pas une victime. J'ai été, à un moment de ma vie, victime d'un viol. Voilà. Et en fait, ce viol-là, il dit quelque chose de la personne qui l'a fait. Il dit quelque chose de l'immondice de cet être. Il ne dit rien de moi. Moi, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment et j'ai subi cette chose-là. Et effectivement, elle a eu, c'est ce que je mesure aujourd'hui, un nombre de conséquences incalculables. Et quand je dis incalculable, c'est-à-dire que c'est incalculable. C'est-à-dire que je suis encore en train de découvrir chaque jour ça aussi, ça vient de là. En positif comme en négatif. Hein. Mais je veux dire, je mesure à quel point, effectivement, ça fait quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a tout un tas de défauts et de qualités et tout un tas d'expériences, dont celle-là. Mais ça ne me définit pas. Et ça ne te détermine pas. Et ça ne me détermine pas. Oui, je comprends très bien. Tout à fait. Le rapport que tu as avec les personnes qui te suivent, qu'est-ce que ça te donne, cet échange avec les personnes qui t'envoient des messages ? C'est extraordinaire, c'est magique, c'est vraiment magique. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette idée d'entraide, cette idée de sororité. Je dis tout au féminin parce que c'est beaucoup. Il y a des hommes, des alliés formidables avec qui je communique aussi, et justement, et que mon discours permet de guider aussi, d'éveiller sur certaines choses. Et c'est très beau, et j'en suis ravie. Je le minimise pas, mais en grande partie, effectivement, c'est avec des femmes que je communique, des femmes de toute génération. J'ai beaucoup de jeunes filles, de très jeunes filles, de 12 ans, 13 ans, qui me suivent et pour qui c'est super intéressant parce que ça leur permet d'avoir une image de daronne, mais qui n'est pas la leur. Enfin bref, donc voilà, mais des femmes aussi de mon âge, des femmes beaucoup plus âgées qui regardent derrière, des femmes de plein de pays. Vraiment, je communique avec des femmes sur tous les continents. C'est extraordinaire, de milieux sociaux très différents, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux. Je joue au théâtre, bien sûr, mais au théâtre, c'est quand même un divertissement qui est assez élitiste. Donc je vois bien dans ma salle, le milieu social, culturel est quand même assez élevé. Les réseaux sociaux, ça touche tout le monde. Et vraiment, c'est d'une telle beauté. Le nombre de messages que je reçois de femmes qui me disent merci, vous m'avez aidé à tel endroit, vous m'avez sauvé à tel endroit, vous m'avez permis d'eux, vous m'avez... Et moi, quand je lis ça, je me dis, ok, c'est bon, je peux mourir. Enfin, Sur la discipline par rapport à ces vidéos que tu postes, parce qu'effectivement, il y a le théâtre en ce moment, en plus, ouais. Hein, c'est ça. Donc, sur la discipline, tu te dis, j'en fais une par jour parce que je m'astreins à ça, tu te dis, c'est libre, c'est selon mon envie. C'est justement dans cette démarche de sincérité dont tu parlais, et qui est effectivement ma ligne de conduite, je m'astreins à rien. C'est vraiment, si j'ai un truc à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, je me tais. D'ailleurs, je me suis fait beaucoup étriller là, ces derniers temps depuis le 7 octobre, parce qu'on m'a accusé de ne pas avoir réagi assez vite. Mais je dis, je suis un être humain, je suis un être humain, je suis en deuil, je suis effrayée, je pleure, j'ai rien à dire. J'ai pas de... voilà, c'est intéressant que je parle si j'ai un recul, une analyse, une valeur ajoutée. Si c'est juste pour me filer en train de pleurer parce que je suis dévastée par ce qui se passe dans le monde, je vois pas. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'étais à France Inter, où j'avais une chronique hebdomadaire, et je me souviens que c'était assez douloureux pour moi de devoir produire sur commande. Il y avait des semaines où j'avais des trucs à dire tous les jours et j'avais pas le droit, il fallait que je dise qu'une fois, et puis il y avait des semaines où j'avais rien à dire, mais il fallait quand même que je m'exprime. Et j'ai toujours trouvé ça, parce qu'évidemment je sais le faire, c'est mon métier. Je pourrais faire des vidéos tous les jours, je pourrais en faire 3 par jour aussi. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de malhonnêteté, parce qu'en plus je fais toujours des choses qui sont très engagées,
Donc à simuler un engagement, ça me met très mal à l'aise. Est-ce que de temps en temps tu as des remarques d'hommes violentes, négatives pour la liberté de ton que tu as? Ah, je suis menacée de mort, de viol, je suis insultée, je suis traitée, mais quotidiennement. C'est pas que des hommes, hein, voilà. Après, il y a clairement ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment des gens qui me suivent et s'allient entre eux pour me nuire. Enfin, c'est assez... Et vraiment, je me demande mais quelle est la vie de ces gens pour que leur hobby soit de venir me chier dans les pompes. Ça me fascine. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, en fait, n'écoutent pas vraiment ce qui se dit, voient le titre, le ton, et en fait ils ont eux-mêmes des choses à dire et ils vont les dire quoi qu'il arrive. Et parfois c'est étonnant, c'est-à-dire parfois je fais une vidéo pour dire il faut manger à 4h du matin et j'ai des commentaires qui disent je vous signale qu'il faut manger à 4h du matin parce que oui c'est ce que j'ai dit en fait. Si vous aviez écouté la vidéo, tout ira bien. La salle, c'est un truc très particulier parce que la salle, le théâtre, tu es en direct avec les gens. Enfin, je veux dire, ça se passe au même moment. Déjà, là, tu chantes. J'ai vu que tu chantais, que c'était la première fois. Pourquoi tu as décidé de chanter? J'ai décidé de chanter là, dans ce nouveau spectacle pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que c'est vraiment un spectacle. Je passe 1h30 à inciter les gens à oser, à se libérer, à oser être eux-mêmes. Vraiment à remettre en question tout ce qu'on fait par habitude. C'est-à-dire, enfin, ce truc de vraiment, j'ai 15 ans, il faut que je me mette en couple, je cherche quelqu'un du sexe opposé, je me marie, Pax, promets, j'emménage, on fait un enfant, un deuxième, enfin, cette espèce de truc qu'on fait sans, on est fidèle, on est exclusif sexuellement parce que, là, ça c'est l'amitié, ça c'est l'amour, enfin, toutes ces cases, en fait, auxquelles on obéit sans se poser de questions, je passe 1h30 à dire, je ne donne aucune solution, rien. Je dis juste, et si on questionnait ça? Et si, pourquoi est-ce qu'on veut vivre avec les gens qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'on veut faire des enfants aux gens qu'on désire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas coucher avec nos amis? Voilà. Et pourquoi est-ce que les femmes, vous ne seriez pas la meilleure, la plus forte? Et pourquoi les hommes, vous ne seriez pas doux et délicats? Et pourquoi est-ce qu'un homme, ça serait pas super d'aimer des femmes qui vous surpassent? Et pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas diriger et savoir? Et pourquoi? Enfin, voilà. Je passe 1h30 à inciter les gens à se libérer et à oser. Et je me dis, je ne peux pas faire ça si moi, je ne le fais pas moi-même. Et voilà. Et donc, je dois... c'est l'exemplarité que je prône toujours et l'idée d'inspirer plutôt que d'ordonner. Et donc je me suis dit, voilà, moi, chanter sur scène, ça serait vraiment un exploit pour moi. C'est quelque chose de très difficile, très douloureux. J'ai toute une histoire avec le chant, etc. Donc je vais faire ça pour dire que moi aussi, je me mets en danger. Moi aussi, j'ose. Moi aussi, j'essaie de dépasser mes limites. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que après mon premier spectacle Féministe pour hommes, qui était très mental, là, j'avais envie de m'adresser aussi au cœur et au corps des gens. J'avais aussi envie qu'une partie du message passe par la vibration, par la sensualité, par quelque chose, par l'unisson, par quelque chose qu'on vive ensemble. L'expérience de la musique, c'est merveilleux. On est une salle entière à vibrer. Parce que ça, c'est la musique. C'est le seul art qui nous touche physiquement, qui fait vibrer nos os, notre corps, Et j'avais super envie de ça. Est-ce qu'on peut considérer que le public, quand tu l'as avec toi, tu le guéris, mais il te guérit? Ah oui. À chaque fois que je sors parce que c'est un spectacle qui est très... c'est 1h30, et les gens me disent « Vous n'êtes pas épuisé ?» Je dis « Ah mais non, vous ne pouvez pas savoir. Tout ce que vous m'avez donné comme amour, comme énergie, je sors de là, mais boostée. Je sors de là encore plus en forme que je suis arrivée. J'arrive jamais à m'endormir avant 3h du matin. Je suis là, vraiment comme au début d'une histoire d'amour où on vibre de partout, on est plein d'idées, plein de pensées, plein d'émotions. Non, c'est hyper intense. Donc finalement, la vie, avec toutes ces péripéties, t'a amené quand même exactement à être celle que tu voulais être, c'est-à-dire celle qui voulait donner, transmettre. Exact. Et je dirais, elle m'a amenée à être même mieux. En fait, les espoirs que j'avais petite, ils n'étaient pas aussi ambitieux et aussi profonds que là où j'en suis aujourd'hui.
Enfin, je trouve que ma vie est plus belle que celle que je rêvais. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'être en récolte, tu vois, que j'ai beaucoup... j'ai raconté cette enfance pas marrante, et puis après, enfin, toute ma famille est morte, tout le monde est mort. Voilà, je suis vraiment seule. Après, j'ai mon enfant, mais au-dessus de moi, il n'y a plus personne entre la mort et moi, tu vois. Et donc, on peut dire... et puis, j'ai beaucoup travaillé, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment ouais, d'être en moisson, quoi, d'être en récolte. Je me sens très chanceuse.